Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur la télé Pacifique à l'heure des actualités. Le débrayage des greffiers au niveau des 18 juridictions du pays bénéficie du support de l'association professionnelle des magistrats. Les magistrats invitent le gouvernement à trouver une issue à cette crise qui paralyse le fonctionnement des cours et tribunaux. L'état d'urgence en Haïti, une source de corruption, selon ce qu'a révélé un nouveau rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARDH. Les habitants de Canaan, en proie à des problèmes d'eau et d'assainissement, lancent un cri d'alarme à l'administration Moïse Joute. L'Observatoire haïtien sur la traite des personnes dénonce la libération d'une Vénézuélienne appréhendée le 3 août dernier par la justice haïtienne. Cette dernière sera une pronexète impliquée dans la traite des personnes selon l'organisme. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. C'est toujours un plaisir de voir d'être avec vous. Voici les détails du journal. L'état d'urgence en Haïti, une source de corruption, selon ce qu'a révélé un rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, en ce qui a trait à l'économie. Pas moins de 34 millions de dollars ont été dépensés dans l'opacité la plus totale, a fait savoir le dit rapport. Ajouté à cela, les cas de violation des droits humains n'ont fait que se multiplier au cours des 4 derniers mois, selon ce rapport paru en date du 10 août 2020. 27 accidents ont été enregistrés sur les routes nationales pour la période allant du 3 au 9 août 2020, provoquant au moins 55 victimes, 6 morts et 49 blessés. Selon le dernier bilan de l'organisation Stop Accident, un tiers des accidents se sont produits sur la route nationale numéro 3, alors que la totalité des morts ont été répertoriés sur la nationale numéro 2, a fait savoir le docteur Garnel Michel, coordonnateur de l'organisation. L'association professionnelle des magistrats dit apporter son plein soutien à la grève des greffiers dans les différentes juridictions du pays en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Les greffiers exigent le respect de l'accord conclu en 2017 entre le ministère de la Justice et les associations des greffiers. Cet accord avait prévu, entre autres, une augmentation du salaire des greffiers. L'APM encourage le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, à tout mettre en œuvre en vue de trouver une issue à cette crise qui paralyse une fois de plus le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Autre actualité à ce journal, la compagnie Sunrise Airways a inauguré le lundi 10 août son premier vol de liaison aérienne entre Port-au-Prince et la ville de Jérémie. Les responsables de la dite compagnie se réjouissent de cette nouvelle liaison nationale après celle entre le Cap-Haïtien et Port-au-Prince. Avec 19 passagers à bord, l'avion pourra assurer le trajet durant environ 35 minutes à raison de 3 vols par semaine, a indiqué Jonathan Bayard, responsable de vente de Sunrise. Dans ce journal, on va voir la réaction de l'Observatoire haïtien sur la traite des personnes qui a dénoncé la libération de Jean Ortoneno. 3 août dernier, une Vénézuélienne serait une proxénète exploitant des jeunes dans une maison UP à Péguiville. Selon l'Observatoire, la mention est cette maison où la traite des personnes est souvent pratiquée, appelant ainsi les autorités judiciaires à fournir des explications autour de cette libération. Les déclarations de Léronel Mortimé au micro de Wesley Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Donc, normalement, victime, ça, qui ça expliqué? Donc, c'est en cas de traite transnationale, c'est des gens qui sortent, c'est des Vénézuéliennes qui ont passé toute étape qui répondent avec un cas de traite. Qui c'est par exemple, recrutement, c'est des recrutements, mais c'est des gars faits. Donc, côté, c'est des gars qui font toutes dépenses. Mais c'est responsable avec l'autre responsable qui fait toutes dépenses pour permettre mon ça là. Son cas de traite, selon la loi de juin 2014, selon la Convention internationale sur la traite et le trafic des personnes, c'est des cas de traite. Et la loi dit, donc les des cas de traite comme ça, surtout en flagrant délit. Donc, mais comment pour ça gérer? Là, la tracé, donc marche à suivre pour gérer la question de traite ça. Nous tendez de poser scellé sur l'espace là, qui c'est la mention club, mais pour qui ça, complice et trafiquants, donc quitter mettez mon là, donc pour qui ça qu'on y a, il n'y a pas d'arrestation qui fait. Nous-mêmes, étant qu'organisation des droits humains,
cap suivre dossier, étant qu'organisation des droits de l'homme cap travaille sur la problématique de la traite, nous croyons que c'est inacceptable. Il y a un cas de traite comme ça et en flagrant délit, donc il y a qu'un moun jusqu'à présent passeport moun confisqué. Même ça nous voulons qui fait, nous voulons que moun ça qui des principales, c'est-à-dire c'est des moun qui principal présumé et trafiquant. Donc ça veut faut que la justice donc et appliquer loi de juin 2014 là sur tout trafiquant et tout le monde qui est complice dans le dossier. Si il y a des juges, il y a des commissaires qui agissent dans le dossier avec légèreté, le ministre de la Justice là doit prendre sanction disciplinaire contre tout le monde qui agit à la légèreté dans le dossier. La traite des personnes est une pratique courante qui affecte grandement les personnes victimes, a expliqué la chargée d'assistance légale au niveau du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés. Petit Angie Ligardi en a profité pour exhorter les dirigeants à assumer leurs responsabilités face à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la société haïtienne. Écoutons ses propos. D'abord, nous voyons que tu as un recrutement qui est fait de potentiels victimes. Victimes, c'est des Vénézuéliens c'est des gens qui sont vraiment désespérés dans le pays, qui ont besoin de mieux-être et de là étant, ils ont recruté. Nous voulons faire des offres qui sont fallacieuses. Au départ, ils ont bien sûr capable de venir travailler, soit dans des studios de beauté ou dans des magasins, etc. Et au fin de compte, ils mettent dans un réseau de prostitution. Ils fait prostitution contre gré par eux et en même temps tout pour être capable toujours être asservi à question de prostitution ça, il y a mettre des multes ou bien des amendes indéfinies. Chaque sac que vous faites, bien c'est pas des signes de fatigue, vous mettez amende sur eux. Et à chaque fois, il y a augmenté d'être sûr, son façon pour pas qu'un jamais sortir en dans réseau ça. Nous voyons tout que non seulement tu as un recrutement, tu as un transport, c'est des gens qui sont sortis depuis Venezuela, ils passent par Pérou, ils passent par Dominicaine, et les autres en Haïti, qui sont dans des gens qui attendent pour mener au côté au travail là. Ça veut dire que tout élément ça est bien défini. Nous avons une prostitution d'autrui, nous avons une exploitation humaine systématique. Nous avons encore l'autre fois encore l'État haïtien pas répondre à l'obligation qui fait les jeunes des gens qui sont victimes de traite. Nous avons pas fait une prévention. Nous avons une frontière qui est à la demandade. Frontière poreuse, moun entre sorti jalvelé. L'État est pour être capable d'aller dans des différentes maisons de prostitution pour regarder qui j'aime qui continue à travailler. Il ne va pas jamais faire ça. Il ne va pas me poser des questions. En matière de prévention, pas grand rien qui fait. Encore une fois, les jeunes ont qu'à presser d'évangile pour faire protection pour victimes et pour témoins. Au contraire, non seulement les remettre madame et principale victime, ça veut dire que soit que peut continuer exploiter encore, ou bien évidemment même capable de victime sont notre forme de nous que l'État n'est pas protégé ni témoin, il va protéger ni victime, elle pas faire aucune prévention pour empêcher sa fête dans le pays. Et maintenant, nous sommes du côté de Canaan. Les habitants de Canaan lancent un cri d'alarme aux autorités en place concernant des problèmes d'eau et d'assainissement auxquels ils sont confrontés. Ces riverains, livrés à leur sort, appellent à l'intervention de l'administration en place en vue de leur venir en aide face à cette misère noire qui prévaut actuellement dans le pays. On écoute. Absence totale, presque l'État, parce que mon a évolué dans conditions difficiles. C'est une zone pour question eau potable et pour question accompagnement social. Ça est absent, c'est une population qui l'a toute seule, qui a gardé pour elle, comment tu as ravitailler pour survivre chaque jour. La zone n'a pas de l'eau potable. Ça veut dire il y a un bouquet de l'eau, presque 5-10 gouttes pour mon acheter. Pas un centre de santé qui est fiable, parce qu'il y a un hôpital qui gagne là. Donc, là, on est malade là, nous pas besoin d'aller parce que ou pas jouer de service. Nous avons pour gagner l'école communautaire, l'école communale, nous avons un marché public. Parce que dès qu'on est là, puis tomber, il y a un pile problème. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont fait besoin et n'importe qui côté, ça veut dire que nous avons un pile problème dans la zone. Ça veut dire qu'on demande des instances concernées pour penser à Canaan pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans des conditions qui ne sont pas réunies pour Canaan. Ça ne dépend de l'État à faire parce que nous connaissons que l'État déjà connaît l'existence Canaan, il connaît Canaan là. Nous demandons que l'État pour juste pencher vers nous-mêmes, font voyager sur Canaan, mettre de l'eau, électricité, regarder que des fois nous sommes obligés de descendre juste en centre-ville pour aller à l'école. C'est pas dans nous qui avons là, nous avons de l'école nationale, nous avons de l'eau potable, des fois. Nous demandons que l'État lui-même, il a penché vers Canaan
mettez courant, rangez route pour nous, faire route. Par ailleurs, ces résidents ont aussi exprimé leurs inquiétudes par rapport à la montée de l'insécurité dans la zone du Canaan, ainsi qu'un rationnement drastique d'électricité. Ils réclament la mise en place d'un poste de police au niveau de cette localité au bénéfice de la population. Écoutons leur déclaration au micro de Moïse. Et à 90%, on a dit l'État pas présent. À 90%, on a dit l'État pas présent parce que yo sous commissariat gain là, si on a un problème, moi aller là-dedans, même service ou pas qu'à nèg yo été en dedans, côté yo assez là été, yo pas déplacé. Donc ça veut dire si ou ta comprendre que yo sous commissariat nous li manquait bon nos services ou ka ouais l'État pas présent. Ça veut dire gain Petit dérive des petits vols qui qu'on fait téléphone le matin. t'as de gagner un tribunal de paix. Donc ça veut dire vous comprendre que là si tu un tribunal de paix, il est vraiment important pour nous dans zone là. C'est bien le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Au Liban, toujours en colère, la population rend hommage aux victimes de la double explosion meurtrière. Une semaine après la catastrophe, la rue en colère a rendu hommage aux victimes. Les cloches des églises ont retenti et les mosquées ont lancé simultanément l'appel à la prière mardi 11 août à 18h08, soit l'heure exacte à laquelle la double explosion du port de Beyrouth a ravagé la capitale libanaise. Le 4 août, à l'entrée du port, plusieurs centaines de personnes, pour la plupart vêtues de blanc, se sont rassemblées. Certaines venues de Guémaïzé, un quartier très touristique, tout proche, dévasté par l'explosion, brandissant des pancartes affichant chacune le nom d'une victime, sa nationalité et un cèdre vert, emblème du Liban. Elles se sont mises au garde à vous à l'heure exacte à laquelle s'est produite l'explosion. Certaines pleuraient, d'autres retenaient à grand-peine leurs larmes. Des images de l'explosion et de scènes de panique suscitées dans les quartiers proches du port transformé en champ de ruines chancelantes étaient diffusées sur un écran géant. Nous ne ferons pas notre deuil, nous ne porterons pas le noir avant d'avoir enterré le pouvoir, a lancé le désorateur. Nous sommes toujours à l'étranger, cap maintenant pour le Brésil. Au Brésil, l'Amazonie continue de brûler, des foyers d'incendie par dizaines. L'Amazonie continue de brûler inexorablement. Les chiffres de l'Institut national brésilien de recherche spatiale le confirment. La première semaine d'août, près de 6000 incendies ont été repérés. C'est 7% de plus qu'à la même période l'an dernier. L'exploitation de cet agriculteur du Mato Grosso a été gagnée par les flammes. Le feu est hors de contrôle, se lamente Luciano Nesi. Alors, on essaie de sauver les animaux et les maisons. C'est ce qui est le plus important actuellement. Regardez ce qu'on est en train de faire à la nature. Ce n'est plus que du charbon et de la fumée. Ce lundi a marqué le premier anniversaire de ce que l'on appelle la journée du feu, point de départ des incendies dévastateurs de 2019. Des producteurs ruraux se seraient alors concertés pour déclencher des feux afin de libérer des terres dans les zones que nous avons survolées, les mêmes que nous avions survolées l'an dernier lors de la journée du feu. Nous avons pu voir que beaucoup possédaient désormais des pâturages et des animaux, du bétail élevé pour être commercialisés, explique Romulo Batista, un représentant de Greenspace. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que nous sommes une référence pour vous en matière d'information. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.